Bien, donc nous allons commencer à notre première table ronde de l'individu au collectif, les nouvelles mobilisations patients. Donc, nous allons évoquer l'évolution des modèles donc, associatifs dans un monde que l'on dit de plus en plus individualiste, alors que les enjeux de santé sont extrêmement importants. Donc, comment est-ce qu'il est possible de résoudre cette équation? Nous allons en débattre avec nos invités. Donc, j'appelle à me rejoindre Benoît Durand, directeur délégué France Alzheimer et maladies apparentées. Natacha Najak, donc vous êtes fondatrice du collectif Triplette Rose, adhérente. Très bien. Vous les représentez. Clémentine Cabrière, la directrice de l'Association française des aidants, et Ivana Vargas. Nous allons découvrir avec vous un autre modèle qui est celui donc de l'influenceuse. Donc surtout, n'hésitez pas à réagir dans le chat par rapport à nos 4 personnages qui sont toujours coincés dans l'ascenseur, et on fera peut-être aussi un petit tour pas de table, mais d'amphithéâtre pour recueillir peut-être aussi vos impressions sur ce que vous avez vu et entendu. Mais pour en revenir donc aux nouvelles mobilisations associatives, Benoît Durand, je me tourne vers vous. France Alzheimer, c'est une association qui existe depuis 1985. Ça fait un certain nombre d'années. Donc, est-ce que, en quelques minutes, vous pourriez nous dire comment le projet associatif a évolué et est-ce que, voilà, est-ce qu'il est passé effectivement de l'individu au collectif? Comment est-ce que vous définiriez la mobilisation aujourd'hui? Merci Hélène. Juste pour rappeler un petit peu, en fait, c'est un peu l'histoire de n'importe quelle association. Une association, elle se crée au départ, soit parce qu'en fait, il y a des trous dans la raquette, il y a un manquement en fait, de prise en charge, soit il y a de la colère, ça peut naître de la colère. Et France Alzheimer, en fait, elle est née un peu de ça, parce que du coup, Alzheimer, il y a près de 40 ans, on en parlait sans savoir exactement ce que c'est, et du coup, les aidants étaient complètement désemparés, et c'était pas du tout structuré. Et du coup, c'est parti de ça. C'est parti d'individus qui sont rencontrés, qui se sont dit bah, ça serait pas mal qu'on mette quelque chose en place, qu'on crée une association. De là, ça fait boule de neige en faisant une association dans un département, dans un autre, etc. Comment on peut répondre en fait aux besoins, qu'est-ce qu'on fait, comment on structure, etc., 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 avant qu'il y ait une structure nationale qui fédère, coordonne et anime en fait l'ensemble de ces associations départementales. C'est comme ça qu'est née France Alzheimer. Et après, à partir de là, sont mis en place des groupes de parole. Je pense que c'est la première chose qui s'est mise en place au départ, en disant partageons notre désarroi, partageons notre expérience, du coup, des dents. Et du coup, il y a des trous dans la raquette, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Et après est née la formation des aidants, des aidants qui accompagnent donc, des personnes malades d'Alzheimer. Et c'est surtout ça, en fait, au départ, c'était vraiment l'accompagnement, l'aide aux aidants. C'était vraiment ça. Et dans les missions de France Alzheimer, il y a aussi le domaine de la recherche, mais aussi la sensibilisation auprès du grand public. Et il y a aussi le plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Et donc là commence aussi, on n'est pas, comme disait Christian Saout, à la fois on peut être à la fois dans des instances et à la fois concrètement sur le terrain. On peut faire les deux quand même. C'est le cas de France Alzheimer. Donc, du coup, on a essayé de faire les deux. Et du coup, c'est la force de revendiquer. Je ne sais pas si ça grince. Okay. Donc, c'est à force de revendiquer le manquement, encore une fois, les trous dans la raquette, qu'on a pu avoir un premier plan Alzheimer, un deuxième plan Alzheimer, et enfin un plan digne de ce nom, 2008-2012, qui a mis des choses en place, qui a mis les moyens en place, qui a mis des plans d'action en place qui étaient plutôt pertinents et qui allaient dans le bon sens. Depuis, je ne vais pas forcément en parler, mais c'est un peu la dégringolade. Mais voilà. Mais parlons-en. Ah, on peut en parler, d'accord. Je pensais qu'on était vraiment axé sur. Oui, non, mais c'est un peu la dégringolade, du coup, si on parle vraiment du plaidoyer vis-à-vis des pouvoirs publics, puisqu'en fait, à partir d'un plan très ambitieux qui, justement, comblait pas mal de trous dans la raquette, on est passé sur le reste de ce plan non financé, un plan maladie neurodégénérative. Certes, intéressant parce que du coup, ça nous a permis, ça c'est vraiment le bénéfice justement interassociatif, de pouvoir travailler avec d'autres pathologies neurodégénératives, ce qui est le Rosenplat, Parkinson, l'APF aussi pour pas les citer. On a appris à travailler ensemble et c'était très bien, c'est toujours très bien parce qu'on continue à travailler ensemble. Malgré tout, en tout cas en ce qui concerne Alzheimer,
on comblait, je vais dire, enfin ça c'est mon avis perso, 30% de la problématique et on laissait de côté en fait tout le reste. Mais tout ça en disant c'est ambitieux parce que c'est bien, parce qu'on travaille ensemble. Ok, on travaille ensemble. Et à partir de la fin de ce plan-là, du coup, on s'est dit, bah, il se passe quoi? Donc, du coup, on a demandé une évaluation qui a eu du mal à arriver. Déjà le plan maladie neurodégénérative, entre l'annonce, le démarrage et la fin du plan, ça aussi, ça a été quand même assez grandiose, puisque en fait, sur un plan qui devait durer 5 ans, je pense qu'effectivement, il a dû durer 2 ans et demi. Et puis après, du coup, on nous présente une feuille de route. Feuille de route, maladie neurodégénérative. Et là, on nous dit, bah, vous allez continuer à travailler ensemble. Et puis, du coup, on ne peut pas faire un deuxième plan, un troisième plan, ou un deuxième plan, en tout cas, maladie neurodégénérative, puisque on est au milieu du quinquennat où c'est trop tard, il aurait fallu le faire avant, etc., etc. Donc, en fait, pour vous faire patienter, on va faire une feuille de route, comme ça, on va continuer les travaux, etc. Donc, on a travaillé d'arrache-pied pour essayer de faire avancer les choses dans un délai restreint et avec aussi des mesures très restreintes. Mais au moins, on s'est dit, au moins, on a quelque chose. Et du coup, ben, au final, belle annonce, mais pas financée. Et du coup, en fait, on est arrivé à une version 2 de la feuille de route qui n'est toujours pas financée. Et aujourd'hui, on nous dit, au niveau des hautes instances de l'État, qu'on ne sait même pas qui est le pilote, mais que c'est quand même bénéfique, puisqu'en fait, on parle quand même du sujet et c'est un vrai sujet. Voilà. Donc en fait, on va continuer voilà, à revendiquer. Là aussi, en fait, on recrée des trous dans la raquette quand il y en avait un peu moins. Donc voilà. Et alors qu'on pourrait penser que France Alzheimer tient aussi la légitimité de ces dizaines d'années d'existence. Est-ce que c'est vrai qu'on voit une association comme celle-là, on a tendance à penser qu'elle va forcément avoir plus de poids auprès des pouvoirs publics qu'une association, voyez, avec peu de professionnels, enfin peu de salariés, pardon, et peu de moyens? C'est vrai, à la fois, je pense, du coup, maintenant, on est bien positionné dans le secteur, en tout cas santé, pour avoir en fait l'oreille, on va dire, à la fois des professionnels et à la fois aussi des ministères, en tout cas dans le domaine de la santé. C'est bien d'avoir l'oreille, après on peut écouter et entendre. Et la problématique, c'est que là, on constate depuis quand même quelques années que du coup, ça va en diminuant. Il y a même une omerta sur le mot Alzheimer. Du coup, je prêche un peu pour ma paroisse, mais il y a une omerta sur le mot Alzheimer. On ne comprend pas bien, parce que même pendant le confinement, quand même, la grosse problématique dans les EHPAD, c'était quand même des personnes qui avaient des troubles cognitifs, et on n'en parlait pas. Et quand on nous répond, on ne peut pas rajouter de l'anxiété à l'anxiété, ça nous fait un petit peu mal. Et du coup, en fait, on ne traite même pas les problématiques. Donc, du coup, j'ai l'impression, pour l'instant, en fait, on survole le tout. On parle de bien vieillir, et c'est vrai que c'est bien, c'est intéressant, c'est bien de bien vieillir. Maladie d'Alzheimer, malheureusement, ne concerne pas que les personnes âgées. Et du coup, même au départ, je reviens juste au départ de la création de l'association, souvent méconnaissance de la maladie, même encore, c'est difficile encore aujourd'hui. D'après un sondage, a priori, il y a 30% des Français qui pensent que c'est héréditaire. Je vous rassure, ceux qui ne le savent pas, ça ne l'est pas. Ça concerne seulement 1 à 2% des personnes, le facteur héréditaire. Mais au-delà de ça, même quand l'association a été créée, même l'accompagnement de la personne malade était difficile. Ça venait juste de l'expérience et du partage d'expérience. Et du coup, même la personne malade était, je n'allais pas dire, était mis de côté, n'était pas mis de côté parce qu'elle était forcément au cœur du processus, mais c'est en fait, on était vraiment axé aidant. Et du coup, l'évolution de l'association, parce que là aussi, ça évolue. Là aussi, parce qu'il y a des trous dans la raquette. Du coup, on s'est dit, c'est pas normal. Il y avait des petites expériences dans certaines associations départementales chez nous d'actions spécifiques pour les personnes malades. Et on s'est dit, en fait, c'est pas possible. Il faut qu'on rentre ça dans un projet associatif et qu'on fasse des ateliers, des programmes spécifiques pour les personnes malades. Et du coup, maintenant, en fait, on a un triptyque. On a des actions vraiment dévolues spécifiquement des personnes malades, dévolues spécifiquement aux aidants. On a parlé du répit tout à l'heure, mais il n'y a pas que, et des personnes et des programmes, en fait, pour les deux. Et du coup, en parlant de ça, du coup, ça me fait rebondir sur l'éducation thérapeutique du patient. On a parlé aussi de l'expérience patient. Là, on nous a dit pour Alzheimer, vous oubliez l'éducation thérapeutique du patient par Ils vont rapport pas aux... savoir. Non, mais ouais, alors déjà, ils vont pas savoir. Et déjà, par rapport aux normes telles que c'est fait, ça, c'est pas pour vous. Ça sert à rien, etc. Et donc, quand on nous dit ça, on dit, bah, OK, nous, on va essayer.
la limite, ça titille et on se dit, on va essayer de prouver que c'est possible. Et du coup, on a monté en fait un programme d'éducation, un ETP, d'éducation, deux types ETP, où en fait on rassemble des personnes malades en début de diagnostic ensemble. Et là aussi, il y a des partages d'expérience. Et quand on parle d'expérience patient, c'est hyper enrichissant de voir en fait même les solutions que eux-mêmes peuvent trouver et communiquent en fait à leurs homologues. Et tout ça en fait encadré par un bénévole, mais aussi par un psychologue. Et du coup, en fait, on va de l'avant par rapport à ça, en tout cas, il nous semble. Et du coup, on est en train même d'évaluer scientifiquement en fait, les bienfaits de cette action. Après, évidemment, l'évolution de la maladie est telle qu'au bout d'un moment, en fait, c'est plus possible. Mais en tout cas, au début du diagnostic, ça a des bienfaits. Merci beaucoup pour De ces rien, premiers éléments. Ah oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Natacha, Najak, je me tourne vers vous parce que le collectif, les triplettes roses, c'est aussi le passage de l'individu au collectif. Donc, pareil, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors déjà, je vais aller vite fait. Je suis un petit peu émue aujourd'hui. Alors déjà, je voulais remercier Pfizer pour nous avoir invités. Donc, le collectif a participé lors de ce forum. Et je voudrais remercier à toutes mes sœurs de combat triplettes, et notamment au bureau du collectif, à Claude Coutier et à Ouidad Rider, qui nous a malheureusement quittés il y a peu et qui m'ont accordé leur confiance pour les représenter aujourd'hui. C'est un exercice un peu nouveau pour moi. Donc, je fais appel à votre indulgence aujourd'hui. Donc, effectivement, voilà, je suis là pour parler un petit peu de notre association qui est née en fait de patientes pour les patientes, pour agir pour la cause des patientes, donc les patientes atteintes ou ayant eu un cancer du sein triple négatif, un cancer du sein mal connu à l'heure actuelle et qui ne représente que 15% des cancers du sein, qui est particulièrement agressif et qui touche beaucoup de femmes jeunes, puisque 40% des diagnostiquées ont moins de 40 ans. C'est aussi un cancer du sein qui a la mauvaise réputation de créer des résistances à de nombreuses lignes de traitement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au stade métastatique où le pronostic est assez sombre, avec une médiane de survie de l'ordre de 14 mois, c'est qu'on se trouve assez vite en échec thérapeutique et vient du coup une urgence de vie à essayer de se démener pour se renseigner sur ce qui se fait actuellement de traitements novateurs pouvant permettre de reculer, on va dire, l'échéance de la progression de la maladie en attendant que des traitements plus performants viennent jouer leur rôle. Et donc, tout l'historique de ce collectif est né tout jeune. Il est né il y a 2 ans de la force de regroupement d'une dizaine de triplettes fin 2020, qui ont créé un collectif mobilisation triplette, qui ont transmis des messages forts et choquants via les réseaux sociaux, qui m'ont beaucoup touchée quand moi-même j'ai été diagnostiquée en mai 2021, et on a vu qu'elles ont réussi à déplacer des montagnes là-dessus. Donc, c'est une association qui est constituée principalement de patientes bénévoles qui continuent à travailler un certain pourcentage de la semaine lorsqu'elles sont en traitement, par exemple, un traitement chronique, on va dire, de la maladie, c'est-à-dire au stade métastatique. Donc, ça n'est pas évident dans la mesure où pour mener ces actions, il faut trouver non seulement du temps, mais du temps de qualité pour faire avancer les choses au gré de leurs impératifs professionnels et de leur état de forme par rapport au traitement qu'elles reçoivent en continu. Donc c'est une association qui est gérée par un bureau de bénévoles et qui est actuellement, depuis son développement, c'est devenu, j'ai oublié de le dire, c'est devenu une association au sens loi 1901 depuis 1 an. Et lorsqu'elles se sont rapprochées de l'association Les Triplettes Roses. Donc, le collectif Triplettes Roses, c'est l'association du collectif Mobilisation Triplette et de l'association Les Triplettes Roses. Voilà.
Donc, je voulais dire actuellement, donc la force d'action est basée à la fois sur un bureau administratif, on va dire, des triplettes, et d'une quinzaine de représentantes ambassadrices de région à l'échelle du territoire, et également ponctuellement des adhérentes bénévoles comme moi qui pensent qu'il est important et nécessaire d'apporter sa brique à l'édifice pour faire avancer les choses, parce que l'impulsion de cette association est absolument comment dire, extraordinaire. Moi, elle m'a énormément touchée. Et les actions menées visent à rayonner un petit peu, en fait, beaucoup d'actions. On va en parler. Donc là, j'ai parlé un petit peu de l'historique. Maintenant, ce qu'il est important de mettre en avant, c'est que le collectif Triplette Rose a 3 missions principales. La première, vous l'aurez compris, c'est de faire connaître cette forme de cancer du sein qui en fait n'est pas un cancer du sein, il y a plusieurs cancers du sein triple négatifs, c'est une famille de 5 à 6 sous-groupes rendant d'autant plus compliqué, on va dire, la recherche de traitements novateurs en fonction pour cibler, pour mieux cibler les traitements en fonction des différences de ces sous-types. Donc, ça passe par des actions de sensibilisation, de vulgarisation scientifique, tant pour la population lambda que pour le domaine médical, puisque étant patiente moi-même, jeune, hors scope du dépistage, on va dire, national entre 50 et 75 ans, c'est d'avoir du personnel médical à l'écoute de ces patientes, à l'écoute des anomalies, sans pour autant se trouver balayé de la main. Non, mais écoutez, vous êtes hypocondriaque, c'est à cet âge-là, c'est très certainement bénin. Et non, il n'y a absolument pas besoin de passer un bilan complet de check-up mammaire. Vous en faites pas, rentrez chez vous, il n'y a pas de souci. Donc, très sincèrement, en tant que patiente moi-même, et ayant découvert d'autres triplettes grâce à l'ère actuelle des réseaux sociaux, on fait partie c'est un repère, les triplettes sont un repère de personnes ayant rencontré des accros dans le parcours, merci beaucoup, dans le parcours du diagnostic. Donc, c'est très important pour nous de faire rayonner cet aspect sensibilisation, vulgarisation pour tout le monde. Et puis aussi pour alerter aussi sur le caractère un peu agressif de ce cancer et la nécessité de, je crois que ça ne marche plus très bien le micro, la nécessité d'agir vite pour favoriser des diagnostics précoces et non plus des diagnostics tardifs, souvent dus à de l'errance médicale ou un manque de sensibilisation, par exemple, soi-même à l'autopalpation ou à la possibilité, même si c'est très rare, de développer un cancer du sein, même si on a 25 ans, 28 ans, 30 ans, 35 ans. Voilà. Donc ça, c'est une mission essentielle du collectif, mais évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un collectif qui est quand même né d'une urgence de vie en première ligne de patientes en situation métastatique. Et donc, derrière tout ça, il y a une réelle mission de trouver, d'essayer d'accéder d'œuvrer à l'accès précoce de traitements novateurs. Alors, traitements novateurs, ça peut être hors chimiothérapie et parcours classique, ça peut être de l'immunothérapie qui arrive désormais, des chimiothérapies par anticorps conjugués, de la vaccinothérapie, des traitements par antiPARP, par exemple pour les mutantes, on va dire, qui présentent une prédisposition génétique. Donc, c'est un aspect essentiel des missions du collectif. Je vais en profiter pour du coup dresser vite fait quand même le bilan de ce fabuleux collectif. Avec en 2021, c'est-à-dire à peine un an après la naissance du collectif, elles ont réussi à obtenir
l'accès précoce, sans nommer de médicaments, à donc une immunothérapie en accès précoce pour les métastatiques, une chimiothérapie par anticorps conjugués, pareil, en octobre-novembre 2021. L'immunothérapie est également arrivée cette année, en 2022, au titre du protocole standard des triplettes au stade précoce. Et on vient d'obtenir le déblocage précoce d'une nouvelle chimiothérapie par anticorps conjugués qui peut agir sur certaines des triplettes présentant un certain type de profil histologique, on va dire. Donc, voilà pour les 2 premières missions. Et la troisième mission, je vais faire vite parce qu'il y a aussi un sujet important sur lequel que je ne veux pas oublier d'aborder. Donc, évidemment, une des grandes missions du collectif, c'est aussi de soutenir la recherche par des actions de communication et de collecte de dons. Ça passe aussi beaucoup par les travaux des ambassadrices du collectif. Et le point très, très important dont j'aimerais parler aujourd'hui, parce que ça va représenter un fait marquant pour le collectif, je donne la date dès maintenant, si je peux me permettre. Le mercredi 14 décembre, nous allons lancer la plateforme numérique programme Triplet Access. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup de suspense. C'est un programme phare sur lequel le collectif travaille main dans la main avec une société, Clineo, qui vise à révolutionner l'accès à l'innovation thérapeutique via une plateforme récapitulant. Alors ça, c'est le projet pilote fait avec les triplettes pour les triples négatifs. C'est de créer une base de données numérique rassemblant tous les essais cliniques ouverts pour les triplettes à l'échelle du territoire français, qui serait consultable non seulement côté médical avec les oncologues, les équipes médicales, mais également par les patientes et leurs proches, de manière à combler les trous de la raquette lorsque des équipes médicales ne sont pas toujours à l'écoute ou ne se démènent pas forcément pour trouver des traitements novateurs pouvant j'ai envie de dire contribuer à sauver des vies, parce que je pense que tout le monde est conscient là que quand on est en urgence de vie, on n'a rien à perdre qu'à se proposer sur des accès cliniques. Néanmoins, il y a aussi un aspect à bien avoir en tête, c'est qu'il faut que ce choix soit fait de manière éclairée de la part du patient. Donc, il faut établir une notion d'accompagnement là-dedans, c'est-à-dire que le personnel médical et le patient doivent travailler main dans la main aussi. Le patient doit rester au cœur de sa prise en charge, mais il doit aussi avoir toutes les informations nécessaires pour prendre ses décisions en toute connaissance de cause, c'est-à-dire à savoir quel est le mieux et qu'est-ce que je veux entre un protocole standard ou un essai clinique potentiellement novateur et toutes les conséquences que cela implique derrière, sachant que, on le rappelle, pour les essais cliniques, normalement, on est libre de le quitter quand on veut, puisque l'essentiel étant de ne pas mettre en péril le pronostic de chacun. Donc ça, ce sont donc l'événement fait marquant. Si vous allez sur le site officiel du collectif Triplet Rose, il y a un lien pour s'inscrire tant en distanciel qu'en présentiel. Et c'est important qu'on puisse rayonner là-dessus. Et les forces du collectif, avant de finir, je vais vite, c'est que voilà, on travaille main dans la main avec toutes les instances médicales, les associations, les patients, et puis on sait de quoi on parle. La maladie, elle nous touche de près. Comme vous pouvez, tout le monde est là pour les formes patients. Donc voilà, je pense que j'ai fait passer les messages. Claude, j'espère que je n'ai rien oublié et que je ne fais pas ça. Donc, bravo. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo. C'est au cœur de l'actualité. Clémentine Cabrière, je me tourne vers vous pour l'Association française des aidants. Alors, on sait que dans notre pays, un Français sur 6 est aidant, alors qu'on touche autant de monde. Avec quelle ambition, j'ai envie de vous demander, vous avez élaboré votre projet associatif et comment il a pu évoluer et comment il va évoluer? Merci. L'Association française des aidants a été créée en 2003 et il était plutôt du côté de l'action au début, avec ce qu'on appelle un café des aidants. Le premier s'est réuni à Paris et l'enjeu, c'était de réunir des personnes qui étaient concernées par le sujet de l'aidance, et c'était animé par un psychologue et un travailleur social. Aujourd'hui, il y a 262 cafés des aidants dans toute la France.
Et dès 2010, quand l'association a commencé à grossir, il n'a plus du tout été question de faire directement, mais pour aller vraiment toucher les aidants sur le territoire, a été pensé à ce moment-là le modèle partenarial. Le modèle de l'association, c'est donc du coup une association à d'autres, mais pas dans un cadre fédératif, donc quelque chose de très libre. C'est ce qui permet finalement d'avoir vraiment un ensemble d'informations, de véhiculer en fait les actions. Du coup, vous vous doutez bien que plus vous avez de porteurs, plus vous avez de remontées et plus finalement vous êtes intéressant pour l'écosystème. Donc, on est repéré à partir de 2010 par les pouvoirs publics et c'est comme ça finalement que la représentation dans les différentes instances a été mise en œuvre. Je pense que ce qui est surtout important pour l'association, c'est de se dire que ça n'était possible que parce qu'il y a des gens qui ont fait confiance dans l'accompagnement en fait de cette association. Au début, il y avait 2 salariés pour se dire que c'était vraiment un enjeu sociétal, pas au sens identitaire. Peut-être que je vais vous décevoir, mais la militance de l'association ne porte pas sur le fait qu'il n'y ait qu'une seule chose importante pour les aidants, c'est d'être aidant. Non, l'enjeu, c'est bien de reconnaître qu'il y a plein de domaines de la vie qui nous touchent. Et dans un des domaines, il y a le fait qu'on accompagne un proche en situation de maladie, par exemple, et que c'est un moment de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'à force de mettre en avant un ensemble de sujets, on en serait presque réduit à penser qu'il n'y a plus que ça. Et que parce qu'il n'y aura plus que ça, alors on irait vers ce que M. Saoud disait tout à l'heure, une ouverture de droit. Or, le sujet de notre association n'est absolument pas l'ouverture du droit. Il est de la reconnaissance de la diversité des situations et non pas de l'identité des personnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des droits possibles, par exemple le congé proche aidant ou la représentation dans les instances, dans les EHPAD, par exemple. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2022, si on en est encore à raisonner dans la société où on est, en se disant qu'il n'y a que les droits qui permettent d'exister, on se trompe de sujet. Tout simplement parce que dans le mouvement actuel, la puissance publique ne pourra pas tout résoudre. Et que par ailleurs, l'exemple de l'assurance maladie tout à l'heure était intéressant, à force de formuler des droits et des obstacles, en réalité, ça devient plus complexe. Donc, plutôt aller vers du mou, on va dire, que vers du droit dur. Je vous donne un exemple. Dans les cafés des aidants, vous avez compris, les personnes témoignaient d'un certain nombre de choses. Il se trouve que par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on fait aussi de la formation, on a un centre de formation professionnelle. Un des éléments qui était remonté, parce que comme tout le monde, on fait des études d'impact, des évaluations, bref, c'était que certains aidants décrochaient de l'emploi, c'est 8% des aidants, ce n'est pas énorme, mais quand même, ou bien notamment les femmes, puisque c'est un sujet genré, devaient modifier leur carrière. Et que du coup, il était dans le temps long, regrettable pour elles de ne pas avoir la trajectoire, on va dire, professionnelle qu'elles avaient initialement envisagée. Partant de ce constat-là, il y a eu tout un ensemble de travaux qui ont été faits sur finalement les aidants, qu'est-ce qu'ils font. Et ce n'est pas à vous que je vais enseigner qu'il y a plein de savoirs en fait, qu'on acquiert, qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes pour tous les aidants, mais en tout cas, pour le dire rapidement, l'organisation, le fait d'être adaptable, le fait aussi parfois de s'intéresser tellement à la maladie qu'on devient un expert de la maladie et une réalité pour les aidants qui n'était pas reconnue en fait dans le cadre du monde du travail. Et qu'est-ce qui est important de se dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les savoirs sont mis en avant. Tout le monde veut être compétent, tout le monde veut être formé, tout le monde est l'expert de l'expert de l'expert. Mais sur le sujet des aidants, quand au mois de septembre dernier, le gouvernement, dans la loi du plein emploi, a proposé dans une loi, en indiquant dans l'exposé des motifs, que comme les aidants avaient une expérience, c'était des personnes qui, par définition, étaient susceptibles de pourvoir les emplois du soin et du médico-social. Ça allait de soi, mais ça ne va pas de soi. Et du coup,
l'action de la militance de l'association et d'autres collectifs et d'autres associations, ça a été de pouvoir indiquer aux parlementaires dans leurs débats que c'était une fausse bonne idée et qu'il valait mieux aller d'un autre côté que de, on va dire trop rapidement, penser que ça allait donner un accès dans le soin. Pourquoi ? Parce que derrière le sujet de l'aidance, en fait, il y a l'enjeu du choix, l'enjeu citoyen de la manière dont on veut vivre, et que prédéterminer et indiquer aux personnes que parce qu'elles ont aidé, elles vont continuer à le faire, eh ben non, oui, j'ai entendu, eh ben non. Voilà, en tout cas, ça ne va pas de soi. Et plutôt que d'être du côté de ce qui a été dit tout à l'heure, du fardeau, l'idée, c'était d'aller du côté de l'émancipation, la capacité à agir, et jusqu'à agir différemment, en fait, et pas de la même manière. Du coup, juste la dernière chose que je voulais dire, c'est que le modèle de l'association, il est aussi intéressant parce qu'il est multiple dans les collectifs. Et finalement, ça va peut-être vous étonner, mais le collectif de l'association, ce n'est pas tellement les bénévoles. On a un conseil d'administration avec 15 bénévoles. Mais il tient d'abord sur l'association des professionnels qu'on forme et qui vont du coup délivrer aux proches aidants, qu'il tient aussi sur l'ensemble des collectifs, évidemment, des partenariats nationaux qu'on a avec un ensemble d'associations, et finalement pas tellement par les aidants en tant que tels. Et ce qui pourrait paraître naturel en se disant, comme ils font des actions collectives sur les territoires, il va y avoir un effet retour et les aidants vont vouloir se mobiliser pour ensuite porter des causes. C'est là où nous, on en est. C'est-à-dire que cet effet, en fait, de boucle et d'amélioration continue, si on prenait des termes de gestion, finalement, en se disant, voilà, on peut avoir une rétroaction, il ne va pas de soi. Et aujourd'hui, ce dont on parle quand on parle de l'engagement, à titre individuel pour le proche aidant, il est par rapport à son proche, ne se transforme pas nécessairement en une mobilisation, en un intérêt à agir dans un sens politique qui était quand même à l'origine de la création de la loi de 1901. Merci. Merci Clémentine Cabrière. Je pense que c'est vraiment des propos qui vont susciter là aussi des questions et dans le cadre du débat. Mais avant de vous donner la parole, et n'oubliez pas de poser aussi vos questions dans le chat, je vous rappelle également le hashtag Forum Patient Pfizer. Mais avant de vous laisser la parole, on va écouter Ivana Bargas. Alors, on est très heureux de vous recevoir. C'est un nouveau mode de présence, d'interpellation, puisque vous êtes créatrice de contenu, influenceuse. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on devient influenceuse, en fait? Alors, il y a deux façons de devenir influenceur. Hein. Il y a croire en ce qu'on a envie de raconter sur les réseaux sociaux. Et il y a malgré nous. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Alors, j'ai été diagnostiquée d'un cancer il y a 1 an. Et il y a 1 an, jour pour jour, j'étais dans ma première chimio. Et aujourd'hui, j'ai la chance de me tenir devant vous, voilà, puisque c'est du passé maintenant. Et à l'annonce de ma maladie, de ce diagnostic, j'ai décidé de partager mon parcours de femme malade sur les réseaux sociaux en étant totalement transparente. J'ai décidé de le faire parce que je n'avais pas envie d'appeler tous les proches, hein, voilà, de leur en parler, de leur expliquer. Donc, j'avais envie d'y répondre une fois pour toutes et que ça reste en fait de façon définitive sur les réseaux sociaux afin que les gens qui posaient des questions puissent tout simplement cliquer sur cette photo et lire un petit peu mon parcours. Les réseaux sociaux, donc on l'a vu un petit peu dans l'ascenseur. Du coup, moi, je prends la place de la jeune fille qui se prend en vidéo, qui a 30 000 personnes qui la suivent. Voilà. Alors, c'est vachement marrant parce que c'est un petit peu l'image qu'on a de nous, influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais vous avez raison. Voilà. Elle est peut-être un peu caricaturale. Un petit peu beaucoup caricaturée, voilà. Mais j'accepte l'image qu'on donne, voilà. Mais je suis là aussi pour vous en parler de façon moins caricaturée, du coup. Il faut savoir que les réseaux sociaux, aujourd'hui, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, c'est devenu un petit peu un moyen de se renseigner. Moi, je parle surtout de Instagram. Voilà, moi, c'est le réseau social sur lequel je parle le plus de ma maladie. Aujourd'hui, pour les jeunes et les moins jeunes, c'est devenu un petit peu Wikipédia, Google et toute cette plateforme en fait en même temps sur un réseau social. Les réseaux sociaux, ça a été important pour moi dans ma maladie parce que ça m'a permis d'avoir un objectif, de pouvoir tenir un journal intime, pas très intime du coup, on va pas se mentir, hein, puisque des milliers de personnes ont fini par me suivre, mais ça m'a permis de pouvoir mettre des mots, des images sur ce qu'était le cancer en lui-même. Et grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu justement
rencontrer des personnes atteintes de cancer, de tout type de cancer, de tout âge, des accompagnants, des aidants, du personnel de santé. Et mine de rien, même si on voit sur cette caricature que les réseaux sociaux, en fait, ce n'est qu'à travers un écran, eh bien au contraire, parce que moi, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu me rapprocher physiquement de plein de personnes dans mon cas. Et grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu me rapprocher en fait de l'humain. Voilà. Et c'est ce qui a permis, c'est ce qui a contribué en fait à ma rémission, puisque comme on dit, 50% de la guérison, c'est ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque pour moi, en fait, le moral, être soutenu par des personnes que je ne connaissais pas finalement hein, sur les réseaux sociaux, eh bien, ça a été très, très important. Aujourd'hui, ces milliers de personnes qui me suivent font partie de ma rémission, de mon parcours. Et j'ai pu justement me renseigner en fait quant à leur parcours, à pouvoir me nourrir de leur expérience, puisqu'en fait, c'est ce qui fait la force des réseaux sociaux, c'est qu'on peut partager nos expériences. Et on le sait tous que peu importe la maladie qu'on a ou la pathologie qu'on a, on a tous notre façon et notre manière de vivre la maladie et la différence ou les symptômes générés par les traitements. D'un mot, peut-être quelques indications sur le profil de ceux qui vous suivent. Ce sont des jeunes, donc, parce que voilà, on dit toujours Instagram, ce sont les jeunes, Facebook, c'est pour les plus vieux. Il y a comme ça une catégorie. Alors, c'est vrai que Facebook, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu l'antiquité hein, d'Instagram, hein, voilà. Mais j'y suis encore, voilà, pour parler à mes parents, voilà. Mes grands-parents. Bon, j'ai plutôt la famille, mais c'est vrai que Instagram c'est un peu plus poussé. Voilà, on peut partager plus de choses, on peut toucher un public qui est beaucoup plus grand. J'ai été agréablement surprise puisqu'en tant que créatrice de contenu, moi je vérifie souvent les statistiques et les personnes qui me suivent parce que je veux proposer du contenu qui intéresse les personnes qui me suivent. Et j'ai été agréablement surprise parce qu'en effet, je vais avoir beaucoup de personnes en dessous de 30 ans. Mais au milieu, je n'en ai pas tant que ça. J'ai beaucoup plus de personnes de 55 et plus. Voilà, agréablement surprise. Parce que ces personnes-là, justement, ont compris, peut-être par leurs enfants ou leurs petits-enfants, ou simplement dans leur boulot ou autre, que en fait, Instagram, c'était un moyen justement de se rencontrer, d'échanger, de partager leur expérience. Et aujourd'hui, moi, je peux discuter. J'ai pu en rencontrer aussi. Je discute avec eux. Et en fait, ils adorent. Ils adorent parce que c'est aussi simple que Facebook, finalement. Et c'est comme ça qu'ils ont pu justement en savoir un peu plus sur la maladie, sur mon parcours et surtout pour rencontrer beaucoup d'autres personnes. Voilà, ce sont des plateformes où on peut également faire des lives. Je sais que voilà, moi j'ai créé ce système de live sur mes réseaux sociaux personnels où justement on va donner la parole à des personnes qui ont envie de partager leurs expériences, peu importe la pathologie, encore une fois, on est plus axé sur le cancer, voilà, mais peu importe le cancer. Donc, on a pu donner la parole à des enfants mineurs avec leurs parents, faire parler les aidants, aussi à des personnels du corps médical, voilà, en soins palliatifs ou simplement en oncologie en tant qu'infirmier. Et en fait, toutes ces personnes-là peuvent le temps d'un live en direct devant des milliers de personnes qui les regardent, échanger, donner leur point de vue et répondre à des questions, en fait. Et pourquoi pas aussi créer des liens forts, s'ajouter sur les réseaux sociaux, discuter et pourquoi pas se rencontrer et créer de grandes amitiés et pourquoi pas de longs parcours. Alors aujourd'hui, vous êtes en rémission, vous nous l'avez dit, vous avez décidé de créer une association, Mon Joli Kiwi. Pourquoi? Donc, c'est la limite à la stratégie de la création de contenu. Alors, avant d'être créatrice de contenu, je suis aussi une femme atteinte de cancer en rémission. Et puis, à un moment, au-delà de partager son expérience de femme malade, aujourd'hui, je partage mon quotidien de femme en rémission, puisque l'après-cancer est une phase dont on ne parle que trop peu. Voilà. Et l'après-cancer est une phase très difficile et je m'en suis rendu compte grâce aux réseaux sociaux, en ayant justement des retours de ces hommes, femmes, adolescents, accompagnants, que l'après-cancer, en fait, avait besoin d'être mis en lumière. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Mais aujourd'hui, je reste une femme qui a besoin de passer le cap aussi sur sa maladie. J'ai besoin aussi de passer à autre chose, de la laisser derrière moi, mais tout en gardant mon nom de créatrice de contenu. Et donc, du coup, en gardant justement cette envie d'aider ces personnes, puisque je me suis rendu compte que j'aidais des milliers de personnes, voilà, et de pouvoir passer à autre chose, j'ai décidé justement de créer cette association, puisque aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est moi, Ivana, qui aide chacune de ces personnes. J'essaie de rencontrer un maximum, mais malheureusement, je ne peux pas me
me diviser en des milliers de personnes, même si j'aimerais vraiment pouvoir tous les prendre dans mes bras un par un. Ça n'est malheureusement pas possible. Et du coup, grâce à l'association, grâce à des bénévoles, grâce à des personnes justement qui aujourd'hui racontent leurs histoires sur les réseaux sociaux ou simplement envoient des petits messages, eh bien, ces personnes-là ont eu besoin justement de rencontrer d'autres personnes comme eux, partager leurs expériences. Encore une fois, vraiment, j'appuie sur partage d'expérience, puisque moi, c'est ce qui m'a aidé à avancer, puisque quand on m'a annoncé mon cancer, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le milieu du cancer, on est très peu accompagné psychologiquement, mentalement, que ce soit avant la maladie, un peu plus pendant, mais surtout pas après. Et le avant-cancer, c'est aussi très compliqué, puisqu'on ne sait pas où aller. Et moi, grâce à ces partages d'expériences sur les réseaux sociaux, j'ai pu savoir où je voulais aller. J'ai réussi à m'en sortir grâce à toutes ces expériences que ces personnes-là ont accepté de me partager, grâce à ces liens que j'ai créés avec ces inconnus qui sont devenus des personnes importantes pour moi. Et voilà, tout ce que je voudrais faire, c'est mettre en lumière leurs paroles, leurs expériences, les accompagner, créer des liens, puisqu'en fait, ces liens, ne pas se sentir seul, ces liens-là contribuent énormément à la rémission de beaucoup de personnes atteintes de cancer. Voilà, des liens, se serrer les coudes, comme on dit ensemble, tout est possible, ensemble on est plus fort. Je n'invente pas cette phrase, vous la connaissez tous. En se serrant les coudes, en s'aidant, eh bien, on y arrive. J'en suis la preuve aujourd'hui. J'ai été toute seule à l'annonce de mon cancer et grâce aux réseaux sociaux, eh bien, je n'avais pas qu'une famille et des accompagnants, mais des milliers de personnes qui me soutenaient et que j'ai pu aider grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui et que je veux maintenant aider grâce à cette association voilà, qui est un nouveau-né, hein, voilà, qui j'espère grandira énormément et viendra vous rendre visite dans toutes les villes de France. Voilà. Merci et bravo. Alors, je vous propose maintenant de poser vos questions ou de recueillir vos réactions. C'était un débat particulièrement riche. D'ailleurs, on a des félicitations dans le chat. Hein. Bravo pour ces beaux partages. Donc, qui pose la première question? Oui. Merci. Alors, moi, j'attendais avec impatience le témoignage d'Ivana parce qu'on est une grosse association, hein, France Association Spondylarthrite. On est sur tous les réseaux sociaux et tout. Et on a quelque chose du danger dans nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, le fait un peu que ça devienne une dérive. Et on a tout et tout. Et du coup, maintenant, on a dû tout hyper protéger, notre Instagram, notre Facebook, on doit tout hyper protéger. Dans quel sens une dérive? Alors, une dérive du type, moi, je ne prends plus tel médicament parce que ça me fait ci. Et j'attendais vraiment vous êtes une belle personne, Ivana. Ça me fait chaud au cœur. Si vous avez pu remettre des gens un petit peu ou ne pas laisser rentrer, comme on dit, les loups dans la bergerie. On parlait aussi alors, de l'influence sectaire tout à l'heure. Si vous pouvez nous aiguiller un peu, parce que oui, pour nous, c'est un grand sujet. Et comment vous avez fait pour éviter tout ça? Alors, juste avant justement d'aller sur un sujet, pour être sûr que j'ai bien compris cette question-là, c'est tous les messages que vous recevez avec des questions. C'est ça que vous voulez Non, c'est des échanges entre les patients sur Instagram librement. Oui. Et voilà. Alors, ça me fait beaucoup rire justement, puisqu'il y a encore une semaine. Il y a encore une semaine de ça, parce que voilà, le mot influenceur souvent est très mal vu. Il y a un influenceur dont je ne citerai pas le nom qui a eu un partenariat pour soi-disant une pilule qui supprimerait attention, je cite ces mots, voilà, je vois qu'apparemment ça a fait le tour, les cellules cancérigeuses et pas cancérigènes, voilà, et puis qui disait « Oh, mais alors pourquoi vous vous cassez la tête à faire de la chimiothérapie alors que nous, à Dubaï, on a ces pilules-là dans ce magasin-là qui peut vous soigner de votre cancer. » Alors, nous, aujourd'hui, en tant qu'influenceurs santé et créateurs de contenu, on est sidérés tant de ce genre de choses, hein, puisque franchement, si j'avais su, moi, je serais allée à Dubaï, hein, très clairement. Voilà, je me suis cassé la tête à faire de la chimiothérapie, à vomir mes tripes. Mais alors, tout simplement, nous, on n'est pas du tout dans le milieu médical. Voilà, nous ne sommes pas des médecins. Nous sommes là pour partager notre expérience et donner notre point de vue. Dès que j'ai vu ça, je l'ai partagé parce que je partage les bêtises des gens, puisque c'est important de voir les bêtises des gens. Les gens comprennent tout de suite que nous, on est là pour les influencer dans le bon côté. On ne va pas être là pour leur dire il faut faire ça ou telle chose. Nous, par contre, on va dire moi, j'ai fait ça et voilà ce que j'en ai soutiré. Maintenant, les personnes en font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on n'est pas médecin.
On n'est pas infirmier, donc on ne peut pas les obliger à faire quoi que ce soit. Par contre, quand on voit des choses aussi alarmantes sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui suivent ces influenceurs-là et qui pourraient justement dire moi, je ne veux plus faire de chimiothérapie, je veux commander ces pilules-là à Dubaï parce que je veux guérir mon cancer grâce à ces pilules. C'est inadmissible. Et donc là, justement, nous, en tant qu'influenceurs santé ou créateurs de contenu, on va justement soit aller essayer de contacter ces personnes-là pour leur dire gentiment que les cellules cancérigeuses ne se soignent pas avec des pilules, que c'est prouvé. Voilà. Et évidemment, prévenir les personnes qui nous suivent qu'il faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. En effet, les réseaux sociaux peuvent devenir très vite un engrenage, et surtout pour les plus jeunes. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire très attention, mais il suffit juste de le gérer et de faire vraiment, en tant que créateur de contenu, de bien faire comprendre aux personnes qui nous suivent qu'on est là pour leur donner notre expérience et notre point de vue, mais qu'on ne peut pas tout savoir à la place des médecins. Voilà. Merci beaucoup. Benoît Durand, effectivement. Hein, je vais juste rajouter quelque chose, parce qu'au niveau de la modération, c'est vrai que c'est un point. Pareil pour Alzheimer, hein, nous, on a vu circuler la noix de coco, c'était curatif. Alors, on sait très bien qu'il n'y a pas de traitement curatif pour la maladie d'Alzheimer, mais manger la noix de coco, c'est curatif. Donc, ça, c'était une première chose. Et deuxième chose, encore presque, parce que du coup, ça, on peut facilement en fait, le dévier en disant arrêtez, soyez sérieux. Mais d'autres choses qui vont plus loin et du coup qui posent question, c'est on avait vu en fait l'espèce de test en disant il y avait une espèce de schéma, une espèce de puzzle, je ne sais pas trop quoi, et c'était si vous ne voyez pas le chameau, allez consulter parce que vous avez peut-être Alzheimer. Et non, je vous assure, vrai. Et il y a plein de personnes en fait qui croient ça. Et du coup, alors moi, même moi perso, je regarde le truc, je dis bon, je sais que c'est des conneries. Pour parler vulgairement, je regarde le truc, je dis je vois pas le chameau. Sérieux, je vois pas le chameau. Là, je me dis, waouh, bon, c'est quand même bizarre ce truc. Il suffisait d'avoir un écran un peu plus grand, hein, parce que sur mon téléphone, je ne le voyais pas. Le chameau, je l'ai vu tout de suite. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est la circulation de l'info. C'est assez dingue. Et du coup, après, à nous, même sur les sites Internet, de bien mettre les bonnes infos, etc., d'informer aussi les personnes en disant, attention, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à prendre contact, etc. Et effectivement, peut-être à relayer les bêtises pour expliquer que ce sont des bêtises. Oui. Après, c'est du temps, c'est chronophage, etc. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que toutes les associations y sont confrontées. Hein. Voilà, c'est le... Il marche oui. Voilà, oui, je voulais rebondir aussi là-dessus parce que effectivement, c'est un des risques des réseaux sociaux et même sur les groupes de parole privés, en fonction du niveau de connaissance des uns et des autres, on voit passer parfois des choses mais complètement aberrantes et scientifiquement aberrantes. Donc j'en profite notamment pour dire que côté Triplette Rose, le collectif Triplette Rose est complètement indépendant des groupes de parole privés, les triplettes sur Facebook. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le collectif Triplette Rose, qui travaille main dans la main avec les instances médicales et techniques, reste sur j'allais dire une niche, mais c'est pas ça, reste sur un secteur purement technique avec les références médicales et compétences, les expertises à l'appui, tout ce qui est référence articles scientifiques, tout, voilà. Et c'est pas forcément ce qui circule sur les groupes de parole qui nous aident à nous retrouver entre patientes pour tout niveau de support. Ça peut être de l'aide à se faire entendre auprès des équipes médicales, tant sur le parcours du diagnostic que lors du suivi en rémission, qui est compliqué, on n'est pas toujours à l'écoute, on n'a pas toutes les mêmes suivis en fonction des centres de prise en charge et parfois ça laisse à désirer, mais bon, c'est mon avis, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais tout ça pour dire que voilà, les groupes de parole privés ont un rôle de fédérateur bienveillant, avec beaucoup d'écoute et d'empathie pour se donner de la force à supporter et les traitements et l'après-traitement et tout ça, mais il faut le détacher des actions menées voilà, en tout cas, voilà, par le collectif mené de manière… Très bien. Oui, Jalini, le micro, s'il te plaît. Oui, je veux bien rebondir sur ce que vous dites, parce que je trouve ça très intéressant. C'est une question qu'on se pose de plus en plus, nous, parce que c'est vrai que nous, le patient, on le voit à travers les associations de patients. Et on est d'accord qu'il y a énormément de patients qui sont en dehors des associations. Moi, je me demandais si vous échangiez avec le grand public, le patient qui n'est pas dans une association de la même façon qu'avec vos bénévoles. Et je m'adresse notamment à Ivana. Est-ce qu'il y a des sujets différents en fonction des cibles? Comment vous prenez en compte
tous ces patients qui sont en dehors de vos associations et qui sont, voilà, c'est un vrai sujet, ou les aidants d'ailleurs, hein, voilà. Enfin, en tout cas, les membres en dehors de vos structures. C'est vrai que quand on entend association, et on l'a vu aussi encore une fois sur la caricature dans l'ascenseur, oh, bah, moi, je n'ai pas le temps, je suis jeune, ah, mais non. Alors, c'est vrai que je vous parle en tant que jeune. Alors, moi, je ne sais pas si je vous ai donné mon âge, j'ai 24 ans. Voilà, donc je suis encore un petit bébé, voilà. Mais je baigne dans le milieu des adultes, hein, voilà. Et puis, moi-même, quand je suis tombée malade, je n'ai pas du tout pensé aux associations. Pas du tout, voilà, parce que je me suis dit, bon, ça va, j'ai les réseaux sociaux. Et personne ne vous en a parlé? Alors, si, Si, mais moi-même, en tant que personne de 24 ans, je me suis dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que j'y vais? Alors, je suis allée me renseigner, voir ce qu'on proposait. Et certaines associations, je ne vais pas vous mentir, proposaient des choses assez, je n'ai pas vraiment le terme, mais mémérisant, un peu ennuyeux. Et c'est vrai que le jeune, je vous dis vraiment ce que moi j'ai ressenti. Hein. c'est important. Et c'est vrai que, alors moi, ça ne me dérangeait pas parce que moi, j'ai toujours aimé les associations. J'étais bénévole, je suis encore bénévole moi-même sur d'autres associations, voilà, qui ne sont pas dans la maladie. J'adore ça, les associations, mais je pense que je ne suis pas née à la bonne époque, voilà. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans les associations pour attirer justement un autre public qui ne sont pas du tout dans les associations et qui sont sur les réseaux sociaux, un peu plus jeunes ou autres. C'est souvent le problème, c'est ce qui a été dit justement. Bah oui, mais nous, on a besoin de jeunes, ça nous ferait du bien. Bah, tout simplement, en fait, déjà la communication, hein, sur les réseaux sociaux. Voilà, la communication, voilà, partager tout ce que vous faites dans les associations, tout ce qu'on fait dans les associations, tout ce qu'on va leur proposer à travers des vidéos, des photos, des sondages, les faire participer, les faire, ça c'est quelque chose qui est infaillible hein, sur les réseaux sociaux ou autres, hein, ou ailleurs, c'est des petits jeux concours, des petits questionnaires, etc. Même s'ils ne se sentent pas concernés par la cause, juste parce qu'ils veulent savoir s'ils ont raison ou s'ils ont tort, eh bien, ils vont participer à ce sondage, à cette question. Et là, justement, s'ils ont raison, ils vont quand même venir voir de quoi il s'agit et regarder un petit peu et s'intéresser. En fait, il faut juste leur faire comme ça, devant les yeux. Et puis ensuite, tout simplement, en leur expliquant un petit peu voilà, tout ce qu'on va mettre en place, en donnant un petit peu de peps aux associations. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir attirer un grand nombre en fait, de personnes qui ne sont pas du tout habituées aux associations. Voilà, ça a été mon cas. Donc, je parle encore en connaissance de cause. Ah ben voilà. Je suis ravie, avec plaisir. Merci. Alors, on a... Ah, vous aussi, vous voulez embaucher Ivana. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Non? Oui, une question, monsieur. Bonjour, Guillaume Molinier, je suis un ancien associatif de la sclérose en plaques. Ce qui est, je trouve, très intéressant à voir le panel, parce qu'on vous regarde un peu comme si vous étiez sous une loupe, mais c'est qu'il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, et puis il y a 1 an, en fait, vous êtes nés de la même chose, c'est-à-dire des gens qui se sont retrouvés pour parler, pour échanger. Et pour rebondir sur ce que disait madame, finalement, à un moment donné, ça devient trop, les échanges, ça devient à modérer, à surveiller. Et en fait, pour rester sur le thème de l'individu au collectif, on voit que finalement, toutes vos actions sont nées de gens qui voulaient parler, puis elles sont structurées, on choisit une direction, des missions, un certain, du coup, discours. Et finalement, hop, 10 ans après, il vous manque des gens qui se rassemblent, discutent, créent un collectif, et hop, 10 ans après, on en retrouve. Et moi, aujourd'hui, je représente une association qui s'appelle CEP Avenir, qui a été fondée sur les réseaux sociaux, et je trouve que leur approche, qui est, on laisse tout le monde parler, on laisse le maximum de gens venir, et après, on en discute de pourquoi tu as posé cette question-là, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as voulu faire ça, et beaucoup moins exclusif, finalement, que des assos dans lesquels moi, j'ai eu des fonctions avant, qui étaient, on a une ligne directrice, et le premier qui bouge, il est modéré, il est exclu, il est dégagé. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant de vous voir. Vous êtes nés toujours quand même de ce besoin qu'ont les gens de se parler. Le lien. Et il y a quand même une volonté aujourd'hui, une peur vis-à-vis des réseaux sociaux en disant on peut pas tenir ce discours. Mais on ne l'a jamais tenu, le discours, en fait. On n'a jamais tenu le discours, que ce soit à l'époque où c'est que les réseaux sociaux n'existaient pas ou aujourd'hui où ils existent. Donc, je me demande si on ne se fait pas trop peur et qu'on ne devrait pas juste continuer d'accueillir la parole des gens. Qui répond?
Benoît Durand moi, pour France Alzheimer. Voilà, ça n'engage que moi. Alors, à la fois, tu as raison et pas raison. En fait, il faut vivre avec son temps et que les réseaux sociaux aussi, c'est un super tremplin. Et voilà. Et en fait, donc, il y en a différents. Facebook, du coup, il y a encore pas longtemps, c'était les jeunes. Maintenant, c'est les vieux. OK, d'accord. Il y a Insta, il y a TikTok. Voilà, c'est aussi un public différent, etc. Je suis d'accord avec toi. Par contre, il y a quand même des fois des infos. Malheureusement, je trouve que, mais on n'est pas le seul, c'est pas que les associations qui le disent. Dans les réseaux sociaux, en fait, la parole est tellement libre que parfois, en fait, des grosses bêtises, et plus c'est énorme, plus on le croit et plus on s'approprie ça. Et c'est ça qui est un petit peu dangereux. En fait, c'est juste ça. Alors, c'est pas forcément être dans une ligne droite, je veux voir qu'une tête, etc., etc. Donc, on reparle de modération. Mais après, ça ne veut pas dire qu'en fait, de laisser la parole libre. Au contraire, si je parle d'Alzheimer, Alzheimer, c'est typiquement une maladie en fait qui est dans le repli, dans le déni, dans l'isolement social, etc. Donc, en fait, allez-y, parlez, venez nous voir, ne restez pas seuls. On est dans ce discours-là. Donc, en fait, qu'il y ait des bêtises de dites, c'est pas grave. Par contre, qu'il y ait des grosses bêtises véhiculées et que les gens en fait se l'approprient, le croient, ça, c'est grave, etc. Je fais juste une parenthèse, parce que du coup, on avait la HAS avec Christian Saout, jusqu'à un membre de la HAS qui écrit un bouquin en disant que Alzheimer, c'est un leurre. Voilà, j'en profite de le dire. Ça, typiquement, voilà. Et donc, du coup, c'est quelqu'un voilà, qui véhicule ça et les hautes autorités de la santé. Ouais, ben non. Voilà. Du coup, on peut se battre. Voilà. Clémentine Gabriel. Oui, il y a peut-être aussi un autre élément, parce que là, tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais les prises de décision qui sont faites au niveau collectif, ils ne se font pas encore sur les réseaux sociaux. Enfin, pour l'instant, en tout cas, le gouvernement, il n'est pas encore numérisé complètement. Et du coup, non, mais excusez-moi, c'est. Et du coup, je suis d'accord. Moi qui adore faire toutes les choses toutes les choses sur Internet, et bien, dès qu'il faut remplir un papier, ben, moi, j'ai peur. Voilà. Oui, et puis aujourd'hui, en tout cas, encore en France, on est encore dans un état de droit, en tout cas, même si on peut vraiment regretter le nombre des textes de loi qui sont faits, qui enlèvent toute la lisibilité à l'action publique, mais qui nous gouvernent quand même, en fait. Voilà. Et la démocratie en santé, elle vient aussi du fait qu'initialement, on est dans juste une démocratie. Et du coup, quelque part, il y a aussi une réflexion, vous avez raison, hein, sur la captation des signaux qui est plus simple et qui est plus libre en réalité, sauf que la transformation vers une action collective, à un moment, nécessite quand même un mouvement et donc, quelque part, de prendre en compte tous les signaux. Et moi, je voudrais aussi partager un autre aspect qui est mais très ancien, c'est qu'il y a aussi un nombre de collectifs très importants, par exemple, qui se sont construits pendant la crise du Covid. Et qui ensuite, parce que le gouvernement n'est pas encore numérique, mais enfin, il est quand même hyper connecté, se retrouvent dans des instances de décision alors que la représentation, ou en tout cas, ils ont un intérêt à agir, bien évidemment, mais est-ce qu'il a un poids suffisant pour aller générer une décision politique et l'inscription dans une loi? C'est aussi, excusez-moi, mais l'autre aspect, ce n'est pas pour verrouiller et être dans la représentation. Et en plus, l'Association française des aidants, il se trouve qu'elle n'a jamais été dans un agrément, elle n'est pas non plus dans un label, donc elle est dans une forme libre d'association, enfin libre de partenariat. Mais n'empêche qu'à un moment, c'est question de légitimité, d'où elle se trouve. Et du coup, ce qui est l'enjeu aujourd'hui, comment est-ce que collectivement, dans un climat qui est quand même pas super positif, comment est-ce que collectivement, on arrive à lâcher des choses ou à se dire qu'il faut vraiment agir? Comment aujourd'hui, avec tous ces signaux multipliés sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on appelle les signaux faibles, en réalité, on arrive à distinguer ce qui est de l'anecdotique de ce qui ne l'est pas. Et c'est encore un autre sujet qui est, à mon avis, beaucoup plus compliqué que celui de se dire est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, voilà. Et ça, en réalité, c'est quand même plutôt ce qui nous arrive devant nous. Et quand on parle de la démocratie en santé ou des associations, c'est de pouvoir discerner à un moment ce qui va faire mouvement et ce qui ne va pas le faire. Et d'ailleurs, pas que sur l'association, parce qu'aujourd'hui, si on parle des associations en disant que c'est un modèle, que c'est un modèle exclusif, en réalité, il y a d'autres modèles qui existent, même les entreprises qui se socialisent. Et du coup, l'enjeu, ce n'est pas est-ce qu'on parle d'une association, est-ce qu'on parle de quelque chose avec ou sans but lucratif, c'est qu'est-ce qui fait mouvement, en fait. Et c'est complètement un autre sujet. Merci. Vous arrivez. Alors, je vois encore des mains se lever, mais on est au terme de la table ronde, peut-être en 1 minute. En 30 secondes. Je vous remercie des exemples que vous donnez, d'exemples
en fait, de rencontres sur les réseaux sociaux qui ont abouti à la création d'une association. Et dans notre travail auprès des patients, et notamment souvent dans le cadre des maladies rares, les réseaux sociaux et la possibilité de parler à des pairs, à d'autres aidants ou à d'autres patients est quelque chose vraiment d'essentiel pour avoir de l'aide, y compris pour avoir de l'orientation dans le système de santé, pour aller découvrir le centre expert ou l'expertise médicale nécessaire, parce que le médecin généraliste ou le spécialiste n'a pas la connaissance de la pathologie. La question que j'aurais très rapidement, c'est comment est-ce qu'on peut aider et favoriser la création d'associations, de passer de groupes multiples qui existent sur énormément de réseaux sociaux, et d'aider les gens à pérenniser ces groupes, à les structurer, à faire qu'ils accèdent à l'expertise médicale, à l'expertise juridique, pour leur permettre de représenter et d'aller plus loin que la simple réponse à des questions ponctuelles, et quelles institutions pourraient aider à faire que ça se structure. Vous pouvez passer le micro. Monsieur qui est derrière vous, vous souhaitiez intervenir également, et on fera une conclusion. Non? Ah, oui, voilà. C'était vous. Oui, José Coll, Association française des malades du myélome multiple. D'abord, je m'adresse à Ivana. Je suis très heureux de voir une femme en rémission, ce qui est quand même l'espoir quotidien de ceux qui sont malades du myélome multiple. Alors, j'avais deux questions. Oula. La première, est-ce que, je ne sais pas si vous étiez en activité quand vous avez été diagnostiqué. Ma question est la suivante. Est-ce que tout ce que vous avez indiqué sur les réseaux sociaux n'a pas été un problème vis-à-vis de votre employeur? Et est-ce que, si vous étiez en activité, est-ce que vous avez repris cet emploi? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. La deuxième question sur le débat sur les réseaux sociaux. Moi, je suis dans une association, donc j'ai tendance à vous croire. Mais qu'est-ce qui fait que votre réponse, pour quelqu'un qui est complètement crédule, en quoi votre réponse est-elle plus légitime que le polimentaire qui propose des pilules au Qatar? Je dis le Qatar exprès. Bien, merci beaucoup. Alors, écoutez, Ivana, je vous propose peut-être de conclure en répondant aussi à la question de monsieur, comment on pérennise un engagement. Je me suis perdue du coup. Alors, je n'avais pas vraiment compris la question de monsieur. L'idée, c'était de comment crédibiliser en quelque sorte une association sur les réseaux sociaux pour passer à la structure associative. On pérennise un engagement qui naît sur un réseau social. Alors, le problème, enfin, je dirais, j'avais déjà une énorme communauté sur les réseaux sociaux, moi, en tant que juste personne. Et c'est ce qui a justement, en leur parlant de la création, en leur partageant comment j'ai créé mon association, pourquoi je le faisais, en leur demandant des avis, en les faisant participer à la création de cette association, c'est comme ça que j'ai réussi, moi, de mon côté, à les faire venir et switcher d'un profil d'une personne, de suivre une personne, à suivre une association. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous apporter cette réponse qui est de quand on n'est pas sur les réseaux sociaux et quand on crée une association sur les réseaux sociaux, comment justement aller plus loin. Puisque voilà, la chance que j'ai eue, c'est d'être suivie sur les réseaux sociaux. Et sincèrement, sans ça, je ne sais pas si j'aurais créé l'association ou si j'en serais là aujourd'hui. Voilà. Et la question de monsieur sur monsieur, on va essayer de l'employeur. Voilà, alors je suis mon propre employeur. Voilà, depuis mes 19 ans, je suis agent immobilier à mon compte. Alors, je travaillais pour le compte d'une association. J'ai mis cette activité en stand-by, voilà, que je voulais pourquoi pas reprogrammer à ma réémission. Il faut savoir que le cancer change un humain, je ne dirais pas une femme, mais un homme, un enfant, une vie. Ça change beaucoup de choses. Et puis, pendant mes traitements, j'ai commencé justement à créer du contenu. Alors, montrer un petit peu mes chimios, mes mots, mes côtés positifs. Et puis, finalement, c'est devenu tout de suite un métier. Voilà. Et puis, l'immobilier, bien que c'était une passion, aujourd'hui, si vous me posez la question, est-ce que vous allez reprendre un jour l'immobilier? Je vous regarde dans les yeux, je vous dirais non.
Donc, j'ai contacté le patron de cette agence en lui disant, écoutez, je suis désolée, aujourd'hui, la maladie m'a ouvert d'autres portes, m'a ouvert les yeux sur certains aspects de ma vie et sur des passions qui étaient cachées. Et aujourd'hui, voilà, j'ai changé. Ivana, agent immobilier, reste derrière le cancer. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je suis devant le cancer. Donc, voilà, ça ne les a absolument pas dérangés, bien que… alors, il faut savoir qu'en tant que créatrice de contenu, moi, ce sont des choses assez professionnelles. Voilà, je ne vais pas me montrer en maillot de bain, à boire des cocktails, bien que j'ai eu le droit à des petites vacances après ma réémission, mais ça reste quelque chose d'assez crédible. Voilà. Et pour la dernière question, pourquoi est-ce que ma parole va être plus importante que ce monsieur-là qui vend des pilules contre les cellules cancérigeuses? Bien tout simplement le partage d'expérience. Moi, j'ai fait de la chimiothérapie. Moi, j'ai eu le cancer. Ce monsieur-là a fait de la télé-réalité, n'a jamais eu de cancer et ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Donc, tout simplement, moi, j'ai le partage d'expérience et mon expérience pour crédibiliser mes propos. C'est très clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à nos 4 invités. Merci à vous pour votre participation. Et donc,